Ah, ça rappelle des souvenirs, pas vrai? Je vous en avais parlé dans ma vidéo FAQ, ma console de cœur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tant la PS Vita que la PlayStation 2. Je suis né en 1997, la PS2 ça a donc été la console de ma génération, celle que tout le monde avait à l'école primaire, celle à laquelle tu jouais en allant chez tes potes le mercredi après-midi. Enfin bref, je suis juste obligé de faire une vidéo sur ce petit bijou qui est une plateforme assez particulière et qui a dominé le marché du jeu vidéo pendant près d'une décennie et a confirmé le statut de géant de Sony sur le marché des consoles. Avant toute chose, vous vous en doutez, c'est une vidéo qui va être un petit peu nostalgique et optimiste, hein. Je suis pas là pour être objectif, c'est une console que j'ai adorée donc j'y arriverai pas de toute façon je pense. N'hésitez pas à compléter ce que je vais dire dans les commentaires du coup, ne serait-ce que parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais trop jeune pour analyser le contexte en étant vraiment dedans. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on revisite la PlayStation 2. Alors pour commencer, je pense qu'un rappel du contexte est assez important cette fois. La PlayStation 2 arrive en Europe en novembre de l'an 2000. Elle s'inscrit dans la 6e génération de consoles, une génération ô combien particulière et totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. La 6e génération, ça a été un moment charnière sur le marché des consoles. Elle aura non seulement connu la mort de Sega, sa Dreamcast de 1999 ayant été totalement balayée par la sortie de la PS2 et l'arrivée de Microsoft avec la première Xbox en 2001. Cette 6e génération a également vu naître l'emblématique GameCube, encore une fois en 2001, une console qui a fait passer Nintendo du rôle de leader de marché des consoles qu'il occupait depuis la NES dans les années 80 à celui d'outsider différencié, je dirais, qu'on connaît encore aujourd'hui. Cette génération aura quand même été un joyeux bordel, il faut dire ce qui est, les consoles sont sorties à des moments différents, elles avaient toutes leurs spécificités, leur architecture propre, mais je pense quand même qu'il y a quelques facteurs qui permettent d'expliquer le succès de la PlayStation 2 en particulier. Après tout, c'est quand même un succès qui se chiffre à presque 150 millions de consoles vendues dans le monde. Encore aujourd'hui, je crois que c'est la console la plus vendue de tous les temps. Alors, pour en revenir à la sortie de la PlayStation 2, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en 2000, la mission principale de la PS2, c'était d'éclipser la Dreamcast de Sega. La Dreamcast, c'est la première console de cette génération, c'était une console vendue 1690 francs en France, oui, des francs, hein, ça fait à peu près 250 € sans tenir compte de l'inflation. C'était un peu la dernière chance de Sega, elle utilisait des composants de PC relativement génériques pour baisser ses coûts de production et favoriser son adoption. Lors de son arrivée sur le marché français un an plus tard, la PlayStation 2 coûte beaucoup plus cher, 2790 francs, soit 420 et quelques euros sans inflation. Le prix de la PlayStation 2 a forcément été revu à la baisse au fil des années, la console ayant été déclinée en deux formats. La standard avec son lecteur CD en tiroir, puis la Slim avec son lecteur poussoir et son format plus compact, un petit peu plus moche, hein. Je suis désolé mais voilà, c'est comme ça. En passant, cette console a également vu naître l'excellentissime manette DualShock 2, la mienne étant toujours en parfait état de fonctionnement après presque 15 ans, c'est quand même quelque chose. C'est totalement subjectif, mais je pense que cette manette a été le meilleur contrôleur disponible, au moins jusqu'à la sortie de la manette de Xbox 360. No rage les fans de la GameCube. En dehors de ça, la PlayStation 2 est clairement une console de chez Sony. On retrouve les codes de sobriété du japonais, un boîtier en plastique noir minimaliste et usiné avec quelques textures et sigles bien placés, et surtout ce petit logo coloré pivotable délicieusement rétro aujourd'hui. Le design de la Slim rappelle d'ailleurs un petit peu celui de la PlayStation 4 avec cette espèce de liseré brillant qui court sur tout le boîtier, c'est assez sympa à voir. Petit problème de l'époque, le stockage ça coûtait encore très cher, les consoles utilisaient donc des supports amovibles exclusivement pour les sauvegardes et faisaient tourner les jeux directement sur leur disque. C'est clairement un point que je regrette pas, je me souviens d'avoir énormément galéré avec ma carte mémoire de 8 mégaoctets pour stocker mes sauvegardes, enfin bref, fallait faire du tri, c'était pas terrible. Malgré son tarif et son arrivée plus tardive, la PlayStation 2 va également s'imposer pour une raison qu'on connaît encore aujourd'hui, son architecture particulière lui permettait de prétendre d'être beaucoup plus puissante que la Dreamcast. La PlayStation 2 dispose de spécifications techniques assez particulières pour une console, c'est quelque chose d'assez technique et qui a vraiment retenu l'attention des gamers à l'époque, en plus d'un marketing très bien organisé par Sony. Je vous avoue que je me sens moi-même un peu dépassé par l'architecture de la PlayStation 2, elle est vraiment très spécifique avec des puces assez diverses intégrées, mais dans l'ensemble, on peut résumer son architecture par trois parties. En premier, on retrouve l'Emotion Engine qui fait office de processeur. Ce processeur contient en fait plusieurs sous-unités de calcul dédiées à différents usages, la principale étant un processeur 128 bits cadencé à 300 MHz. En second, on retrouve le Graphics Synthesizer qui lui fait office de carte graphique. Désolé pour mon accent. La pas de mystère, c'est une carte graphique à 16 unités de calcul, c'est quelque chose de très standard. Et enfin, plus intéressant, la PS2 utilise une puce dédiée à la gestion des entrées et sorties, logiquement nommée I/O Processor. Vous l'aurez compris, c'est cette partie qui gère les différents appareils que vous allez brancher sur la PS2, qui gère les inputs des manettes, il gère également les sorties audio, et plus étonnant encore, il dispose de plein de sous-processeurs, de sous-puces, dont une est carrément chargée de faire tourner les jeux PlayStation 1 et est carrément un processeur à part. C'est assez impressionnant à voir. Cette architecture unique va positionner la PS2 comme une console à la fois extrêmement avancée et puissante pour l'époque. Il faut également souligner qu'un point fort de la PlayStation 2 et de son I/O Processor, c'est ses capacités
capacité multimédia. Et oui, un élément déterminant avec la PlayStation 2, et j'emploie pas ce mot à la légère, c'est qu'elle était capable de lire des DVD. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais une des fonctions qui avait vraiment accroché les foules à l'époque de la PlayStation 1, c'était sa capacité à lire des CD audio. Aujourd'hui on connaît plus du tout ça, mais voilà. Sony a donc réitéré en faisant beaucoup plus fort cette fois, le DVD étant en format résolument moderne en 2000, un simple lecteur DVD allant souvent chercher dans les 2000 ou 3000 francs à l'époque. Tout de suite évidemment ça relativise le prix de la PlayStation 2 pour un foyer qui veut s'équiper. C'est vrai que aujourd'hui on aura tendance à survoler cet élément, à ne pas vraiment s'intéresser à la partie multimédia d'une console, mais souvenez-vous, 2000 c'était vraiment un autre temps pour la consommation de contenu multimédia. En 2000 le marché des albums CD était encore en bon état, le premier site de téléchargement en peer-to-peer, je dois rappeler que c'est Napster qui était apparu en 1999. Pour nous français, je pense qu'on pourrait parler du logiciel Emule par exemple, qui est également un logiciel peer-to-peer, qui lui est apparu en 2002. Inutile de vous dire que pour le téléchargement de films, c'était encore quelque chose presque impensable. L'ADSL avait à peine commencé à être déployé en France, on utilisait encore nos vieux modems, et à l'époque, si tu voulais voir un film, tu louais des cassettes, voire des DVD au vidéoclub. Je me souviens d'ailleurs que mon père m'emmenait à Vidéo Futur quand on voulait faire une soirée film. Belle époque, RIP Vidéo Futur. Enfin bref, vous imaginez bien l'impact que ça avait d'inclure la lecture de DVD dans une console à cette époque. Ça faisait vraiment relativiser le prix de la console, et ça a été un facteur déterminant dans son adoption par le grand public, qui au final se retrouvait à avoir une PS2 juste pour lire des DVD quelque part. À partir de là, Sony disposait de tous les arguments nécessaires pour pouvoir convaincre le grand public d'adopter sa console. Mais évidemment, ça ne suffit jamais sur le marché des consoles, je vous le rappelle à chaque fois, mais quand tu commercialises une console, tu te retrouves sur une économie de plateforme. Tu dois faire la jonction entre les joueurs et les développeurs. Pour avoir les développeurs, il faut avoir suffisamment de joueurs pour les convaincre d'investir du temps sur ta console, et pour avoir des joueurs, il faut avoir des jeux, donc des développeurs, des éditeurs, etc. Et effectivement, Sony a fait du très bon travail de ce côté, c'est le moins qu'on puisse dire. La PS2 au total, ça aura été entre 3000 et 4000 jeux disponibles, le tout pour 1,2 milliard de ventes. Évidemment, c'est juste impossible de citer toutes les licences excellentes qui sont parues avec la PlayStation 2, il y en a tout simplement trop. Le jeu de toute mon enfance, c'est évidemment la série des Jak et Daxter, un platformer excellentissime de chez Naughty Dog. Toujours chez Naughty Dog, j'ai énormément joué au Ratchet et Clank, encore une série chef-d'œuvre, même si je pense qu'elle aurait dû s'arrêter avec les opus de la PlayStation 2. Et à part ça, je dois dire que j'ai été pas mal marqué par l'édition 3D de Shinobi, qui est une reprise d'une licence culte de chez Sega, où on incarne le leader d'un clan de ninja déchu dans un Tokyo en ruine. Tout de suite, ça fait très classe, effectivement. Je vous assure que c'est un très bon jeu. En bataille, la PS2, c'est aussi le début de l'irrésistible attention des Grand Theft Auto, ou GTA pour éviter mon accent, et dans une autre mesure de FIFA et PES, la PS2 c'est aussi Tekken, Kingdom Hearts, Tomb Raider, Le Seigneur des Anneaux, le tirage, Bully, le chef-d'œuvre Ico, Shadow of the Colossus, ou encore l'arrivée de Devil May Cry. Enfin bref, il y a vraiment eu trop de bons jeux. À la fois un grand nombre de productions de studios de chez Sony évidemment, mais également beaucoup de développeurs tiers. Ça peut paraître étonnant d'ailleurs cette implication des développeurs, vu que la console a quand même une architecture extrêmement complexe à appréhender, peut-être même plus que celle de la PS3 après. On peut se dire que beaucoup de développeurs l'auraient boudé, mais au final, la PS2 avait tout simplement trop d'arguments et était simplement trop populaire pour se permettre de passer à côté. Le côté positif pour Sony, c'est que du coup, beaucoup de jeux sortis sur PS2 ne sont donc jamais sortis sur PC ni sur Xbox plus tard, avec une architecture tout simplement trop différente. Bref, pour conclure, la PS2 ça aura été un véritable home run de la part de Sony. La PlayStation 2 est sans doute la console qui est apparue avec le meilleur timing de toute l'histoire du marché. À la fois parce que la concurrence sur le marché des consoles était relativement faible, il y avait que Sega à l'époque, mais également parce que, technologiquement parlant, une console puissante qui fait également office de lecteur multimédia, ça n'avait jamais eu autant de sens qu'à ce moment-là. Forcément, dans ces conditions, la PS2 est vite devenue un incontournable, autant pour les développeurs que pour les joueurs, mais également pour le grand public. Quelque part, Sony a voulu reprendre cette formule avec la PlayStation 3 et sa capacité à lire des Blu-ray. Le truc, c'est que nos habitudes de consommation avaient déjà bien évolué, et le Blu-ray n'aura jamais été aussi populaire que le DVD. Enfin bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, ça m'a fait super plaisir de faire une petite vidéo sur la PlayStation 2, je vous avoue que j'ai appris pas mal de choses dessus, donc j'étais assez content de la faire, ça m'a fait très plaisir et j'espère qu'à vous aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut!